L'anesthésie d'un enfant qui présente une maladie rare est toujours un défi pour l'anesthésiste parce qu'en fait on se lance un peu dans l'inconnu. Alors il y a plusieurs façons de présenter ce sujet. On peut vous présenter un catalogue interminable de maladies rares. J'ai préféré vous proposer plutôt une sorte d'outil qui pourrait vous servir pendant votre carrière. Donc je vous propose comme plan d'abord de définir ce que c'est une maladie rare, de voir quelles sont les sources d'informations dont nous disposons, les pièges à éviter, quelle attitude avoir quand on rencontre une malformation, quelles sont les questions auxquelles nous devons répondre pour prendre en charge cette maladie avant de conclure. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf que je suis responsable avec Jean-Louis Scholtès d'un site internet sur les maladies rares où vous pouvez trouver des informations sur l'anesthésie de ces maladies. Alors, par définition, une maladie rare, c'est une maladie dont l'incidence est inférieure à 1 sur 2000 dans la population générale. Mais il y a des différences régionales. Certaines maladies sont fréquentes dans certaines régions. Et de notre point de vue professionnel, il peut y avoir une influence du recrutement local. Par exemple, si vous faites beaucoup de scoliose, vous avez sans doute l'habitude de prendre en charge des maladies de Duchenne, ou si vous travaillez dans un secteur de cardiologie, de prendre en charge des enfants qui ont une microdélétion du chromosome 22. En fait, il y a plus de 7000 maladies rares connues. Et pour l'anesthésiste, en fait, dans notre pratique, nous ne prenons en charge un patient atteint d'une maladie rare que durant une période de temps très courte, mais critique. C'est la période périopératoire, à la différence des neurologues ou des endocrinologues qui peuvent les prendre en charge pendant des années. Et de notre point de vue, à nouveau, nous considérons en général qu'une maladie est rare quand c'est la première fois que nous la rencontrons. Et donc certains d'entre nous peuvent voir fréquemment des maladies qui sont rares pour les autres, et donc pour eux ce n'est plus une maladie rare et inversement. En fait, nous pouvons prendre en charge ces enfants dans 3 situations cliniques bien différentes. Soit la maladie est connue ou suspectée et nous avons besoin d'informations pour sa prise en charge, soit nous avons en face de nous un enfant qui a une malformation et nous voulons être sûrs que ça ne fait pas partie d'un syndrome, soit nous avons, lors de l'anesthésie ou après l'anesthésie, un patient qui présente quelque chose, une réaction anormale, et nous devons dans ces cas-là avoir un réflexe maladie rare, parce que peut-être que le stress de la période périanesthésique a fait révéler une maladie rare qui en général dans ces cas-là est une maladie métabolique. Nous reviendrons là-dessus à la fin de l'exposé. Le contexte clinique dans lequel nous devons prendre ces enfants en charge sont aussi variés. Ça peut être pour une procédure diagnostique, on nous demande de faire une imagerie ou de les endormir pour faire une biopsie, parce qu'on suspecte une maladie et donc nous ne savons pas très bien dans quel terrain nous avançons. Il peut aussi y avoir des procédures qui sont spécifiquement liées à la pathologie, par exemple corriger une malformation ou obtenir un accès veineux central ou faire une gastrostomie. Et en fait aussi ces enfants peuvent avoir toute chirurgie pédiatrique classique. Ils peuvent être opérés d'une appendicite ou d'une hernie par exemple. Alors venons-en d'abord aux sources d'informations qui sont disponibles pour nous. Il y a les sources d'informations sur la maladie et les sources d'informations sur l'anesthésie pour ces maladies. Alors pour ce qui est des maladies, il y a plein de livres et je vous recommande particulièrement le Smith ici en bas pour les malformations visibles et l'autre en bleu sur les maladies métaboliques congénitales. Ce sont des livres où on trouve des ressources inestimables. Malheureusement, on ne parle que de la maladie, on ne parle pas de l'anesthésie. On peut aussi trouver des informations sur Internet. Vous pouvez faire Google, ou bien le mieux, c'est d'aller sur Orphanet. Et si vous tapez le nom de la maladie, vous aurez un résumé qui est fait par un expert et c'est un résumé qui est revu par des pairs. Donc c'est quelque chose de très grande valeur. Il y a d'autres sites que vous voyez sur les diapositives qui sont des sites en anglais, donc un peu plus compliqués parfois à obtenir. Et il y a aussi parfois des sites qui sont gérés par les associations de parents. Alors là, il faut faire attention parce que c'est parfois d'excellente qualité et il y a parfois des erreurs grossières. Donc, il faut regarder ces sites avec un grain de sel.
Quelle est la validité de l'information? La validité est excellente, notamment pour Orphanet, mais parfois on tombe sur un os. On nous écrit le chapitre est en préparation et en général il n'y a rien sur l'anesthésie. Pour la prise en charge anesthésique de ces pathologies, il y a bien sûr des livres, comme le livre écrit par Bruno Bissonnette et ses collègues, mais le problème des livres, c'est qu'une fois qu'ils sont publiés, ils sont déjà dépassés. Donc probablement que de nouveau Internet est la meilleure source, et là vous avez de nouveau Google, et sur Orphanet, vous pouvez parfois, pour certaines maladies, déjà avoir une rubrique urgence. C'est en train de se mettre en place où vous aurez les attitudes à avoir pour la prise en charge en urgence de ces patients et même de l'anesthésie. Si vous allez sur le site de l'ADARPEF, vous pourrez avoir accès gratuitement au site sur les maladies rares de l'enfant dont je vous ai parlé au début. Donc vous aurez là des informations concernant l'anesthésie. On peut aussi faire appel à des forums de discussion. Le problème des forums de discussion, c'est que vous faites appel à toute la toile pour avoir une réponse à une question et il faut que quelqu'un qui ait cette réponse soit en ligne, soit disponible dans les heures qui vous intéressent. Donc c'est parfois un peu une bouteille à la mer. Voilà un peu comment se présente le site des maladies rares dont je vous ai parlé. Donc vous voyez pour la maladie, elles sont classées par ordre alphabétique. Vous avez une description assez courte de la génétique et de la physiopathologie de la maladie, puis ses implications anesthésiques. Et il y a même quelques références si vous voulez aller plus loin. Quelle est la validité de cette information? Alors si vous allez sur Google, il faut savoir que l'ordre d'apparition des liens sur la page est basé sur un algorithme complexe qui n'a rien à voir avec la qualité des données. C'est simplement l'ordre d'apparition est par rapport aux visites, au nombre de visites des sites. Donc parfois, vous pouvez avoir des soucis et donc il faut toujours vérifier la source et la date des informations qui vous sont données. Pour le site des maladies rares en pédiatrie, c'est un résumé qui est mis à jour de la littérature mais qui n'est pas revu par des pairs. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre information? On peut trouver des case reports. Alors leur valeur scientifique est relative. En général, ce sont des cas isolés et donc soit il n'y a pas eu de problème et donc c'est peut-être simplement un coup de chance, soit il y a eu une complication et il n'est pas facile de faire un lien entre cause et effet. Est-ce que la complication est liée à la maladie ou c'est simplement une association due au hasard? Et peut-être qu'elle est simplement due aussi au fait que la qualité de la prise en charge n'a pas été optimale. Donc il faut toujours lire les case reports avec un esprit critique pour essayer d'en retirer l'information utile pour vous et pour votre patient. Parfois aussi ce sont des vieux case reports d'il y a plus de 20 ans et donc vous avez à ce moment-là d'autres médicaments, d'autres modalités de prise en charge du patient. Par exemple, il n'y avait pas de propofol ou pas de masque laryngé. L'idéal, quand vous trouvez des case reports, c'est de prendre un case report qui rapporte les leçons tirées d'une série de patients, plutôt que d'un patient isolé. Alors, les informations qu'on peut obtenir peuvent être de différentes catégories. Soit elles sont basées sur l'évidence, et ça c'est très rare. Soit elles sont basées sur une expérience limitée de certaines personnes, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est parfois basé sur la théorie. La plupart des maladies métaboliques, les conclusions tirées pour l'anesthésie proviennent des conclusions tirées pour le traitement quotidien de ces maladies, par exemple en termes de régime ou d'éviction de certains médicaments. Et c'est parfois basé sur l'analogie. Par exemple, à partir des données disponibles pour la maladie de Duchenne, qui est la myopathie la plus fréquente, on tire des conclusions pour d'autres myopathies. Mais ces conclusions ne sont pas toujours adaptées. Quels sont les pièges qu'on peut rencontrer? D'abord, les médecins aiment bien donner leur nom à quelque chose et donc on peut avoir différents noms pour une même maladie. Et par exemple, la maladie de Treacher-Collins en anglais est appelée syndrome de Franceschetti-Klein en français ou dysostose mandibulofaciale. Donc ça peut un petit peu vous égarer. On peut avoir à l'inverse des noms similaires pour des maladies différentes. De la même façon, des maladies différentes peuvent avoir des noms similaires. Et donc c'est très important quand vous essayez de retrouver l'information d'être sûr que c'est bien le bon nom de maladie que vous cherchez. Par exemple, si on parle du syndrome de Hecht, ça peut être une arachnodactylie avec des contractures, un syndrome de type
Marfanoid, alors que le syndrome de Hecht tout court, et c'est aussi le syndrome de Dutch-Kentucky, qui est plus une arthrogrypose, et donc là c'est plus un problème d'intubation. Donc ne nous trompons pas de piste et soyons sûrs de chercher les bons renseignements. Parfois aussi on peut avoir quelque chose de troublant. Par exemple, le syndrome de Smith-Lemli-Opitz est toujours considéré comme un syndrome polymalformatif avec une microcéphalie, des dysmorphies faciales et des anomalies cardiaques et génitales. Et en fait, c'est une maladie métabolique due à un trouble de la synthèse du cholestérol. Pour nous, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais parfois pour retrouver la maladie, ça peut être important. Alors la génétique est quelque chose de complexe. On nous a toujours dit dans nos cours qu'un gène encode pour une protéine qui a une fonction et qui produit un phénotype. Ça, c'est une version très simpliste parce qu'on sait maintenant qu'un gène est sous le contrôle d'autres gènes qui peuvent être inhibiteurs ou contrôleurs, qu'un des deux chromosomes que nous avons en double peut être inactivé, que la protéine dont on parle peut simplement n'être qu'un ARN messager, mais qui peut avoir un rôle d'activation ou d'inhibition d'autres gènes, et que le fait de l'expression de cette protéine peut être profondément modifié par l'environnement. Donc, l'aspect clinique du patient peut être fort différent de la cause génétique de son problème. Et en gros, on peut dire qu'un phénotype peut être le résultat de mutations différentes, mais que différentes mutations d'un gène peuvent donner des phénotypes cliniques différents. De plus, beaucoup de mutations ont une pénétrance variable et beaucoup de mutations sont sporadiques, donc on n'a pas d'histoire familiale. Et par exemple, pour revenir à la maladie du chêne, il faut savoir que plus de 50% des cas sont des mutations sporadiques et donc vous n'aurez pas d'histoire familiale. Et enfin, et c'est le pire pour nous, c'est que souvent, du fait de l'âge de l'enfant et de notre rôle dans sa prise en charge, les résultats sont souvent inconnus lors de l'anesthésie. Les résultats de la génétique en tout cas. Alors que faire quand on a une malformation? Par exemple, vous avez un enfant qui a une malformation mineure ici, 2 pouces. Eh bien, si vous allez dans le livre de Smith dont je vous ai montré la couverture au début, vous allez voir que c'est une malformation qui est fréquemment rencontrée dans un certain nombre de syndromes et occasionnellement rencontrée dans d'autres. Donc vous devez à ce moment-là, en fonction des autres anomalies de l'enfant, essayer de repérer qu'est-ce que ça pourrait bien être. Et dans ce cas-ci, c'était un enfant qui avait le syndrome de Townes-Brocks. Et en fait, il nous venait pour un problème de malposition anale. Et donc on avait un enfant qui était mis au programme opératoire par le chirurgien pour un problème anal. On découvre qu'il a 2 pouces, ce qui n'avait intéressé personne jusque-là. On s'est dit que c'était probablement un Townes-Brocks. Et donc on a regardé, on a demandé un écho rénal qui a vu qu'il n'avait qu'un seul rein et un reflux vésico-urétéral. Et en post-opératoire, on a vu que cet enfant était sourd. Donc parfois nous pouvons aider à améliorer la prise en charge d'un enfant. Un autre exemple plus fréquent, c'est les fentes labiopalatines. Plus de 150 syndromes sont associés aux fentes labiales ou palatines. Et donc, on sait que si c'est une lèvre, il y aura 8% d'anomalies. Si c'est un palais, il y aura 22% de syndromes. Et si c'est les deux, il y aura près de 30%. Donc, il faut faire une recherche systématique. Et c'est pour ça, dans notre hôpital, où on fait beaucoup de fentes labiopalatines, tout enfant qui a une telle malformation est vu par un généticien, mais a aussi une échographie cardiaque, rénale et cérébrale, de manière à ce que les grosses malformations soient éliminées avant qu'on l'endorme. Donc en gros, en présence d'une malformation congénitale, il faut exclure la présence d'autres anomalies. Alors quelles sont les questions importantes pour nous? Quelles sont les choses que nous voulons savoir avant de prendre un enfant en charge qui a une maladie rare? Moi, je vous propose d'utiliser un acronyme simple qui a été inventé par les Anglais dans un autre but, mais qui finalement rassemble bien ce que nous voulons savoir. Ça s'appelle NARCO, facile à retenir. NARCO pour neurologique, airway, respiratoire, cardiovasculaire et autres. Neurologique, mais nous devons savoir s'il y a un retard de développement, des convulsions. Si oui, est-ce qu'elles sont contrôlées? Est-ce que l'enfant est spastique ou hypotonique? A-t-il un traitement pour ces problèmes neurologiques?
Pour les voies aériennes, est-ce qu'il y a une intubation ou une ventilation difficile à prévoir? Est-ce qu'il y a un risque accru de régurgitation ou d'inhalation? Et du point de vue respiratoire, est-ce qu'il y a une hyperréactivité bronchique, un syndrome restrictif ou obstructif, des infections fréquentes, chroniques? Du point de vue cardiovasculaire, est-ce qu'il y a une malformation cardiaque, des troubles du rythme, une cardiomyopathie, une fragilité vasculaire? Et pour le reste, est-ce que cet enfant a un régime alimentaire particulier? Est-ce qu'il tolère bien le jeûne préopératoire? Est-ce qu'il y a des aspects psychologiques ou de communication particuliers à prendre en compte? Alors, il faut rajouter à cela l'âge. Pourquoi? Parce que vous savez tous que le risque anesthésique augmente quand l'âge diminue à cause des particularités physiologiques, pharmacologiques et anatomiques du nouveau-né et du nourrisson. L'exception, ce sont certaines maladies qui s'aggravent avec l'âge, comme par exemple les mucopolysaccharidoses. Alors je vous propose de travailler sur cet acronyme avec 3 exemples qui vont être de plus en plus complexes. Premier exemple, la trisomie 21. Alors, vous savez tous que d'un point de vue neurologique, il y a un retard mental et une hypotonie. Du point de vue des voies aériennes, il y a une grosse langue, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et souvent une sténose sous-glottique. Du point de vue respiratoire, ces enfants ont des infections fréquentes. Du point de vue cardiaque, il y a très fréquemment une malformation cardiaque et ces malformations cardiaques ont la particularité de développer rapidement une hypertension artérielle pulmonaire. Et pour les autres aspects, les trisomiques ont un accès veineux souvent difficile, un risque important de leucémie et sont sensibles au sévoflurane. Ils ont la fâcheuse tendance à faire des grosses bradycardies dès qu'on les endort un petit peu au sévoflurane, donc il faut être prêt à avoir rapidement un accès veineux. Deuxième exemple, la dystrophie musculaire de Duchenne. De nouveau, d'un point de vue neurologique, il y a souvent un retard mental, une hypotonie associée à des contractures qui font que les accès veineux ou l'appositionnement peut être difficile. Du point de vue de l'airway, au moment de l'adolescence, il y a souvent une grosse langue et une raideur du cou qui peuvent rendre l'intubation et la ventilation au masque difficile. Du point de vue respiratoire, chez l'adolescent, on peut avoir un syndrome restrictif, non seulement à cause de la pathologie musculaire, mais aussi à cause de la scoliose qui s'est installée. Du point de vue cardiaque, chez l'enfant, le diagnostic se fait en général après l'âge de 3 ans dans plus de 50% des cas, ce qui veut dire que nous avons un risque de rhabdomyolyse si on utilise un halogéné, même le sévoflurane, avec ou sans succinylcholine. Quand il est adolescent, cet enfant aura plus souvent une cardiomyopathie dilatée, parfois une hypertension artérielle pulmonaire. Pour ce qui est des autres aspects, ce sont des enfants qui sont souvent ventilés la nuit, qui sont soit obèses parce qu'ils ne bougent plus, ou maigres parce qu'ils ne s'alimentent que difficilement ou qu'ils ont une pince mésentérique et qui se déplacent en chaise roulante. Troisième exemple, un peu plus complexe, c'est le syndrome de Willy-Prader. Vous voyez, son incidence est à peu près 1 sur 10 000. C'est dû à la délétion d'une partie du chromosome 15 d'origine paternelle et ça associe un retard mental, une obésité morbide, vous voyez cet enfant-là, des troubles de comportement, des crises de colère, des difficultés relationnelles, un hypogénitalisme, une épilepsie et alors une tendance à ruminer ou à mâchonner les aliments. Donc ce sont des enfants qui ont tendance à manger beaucoup et tout. Alors pour l'anesthésie, qu'est-ce qu'on peut voir? Du point de vue neurologique, il y a un retard mental, une épilepsie, des troubles de comportement et une hyperphagie. Pour les roues, ils ont souvent une petite bouche et une micrognathies. Pour le point de vue respiratoire, ils présentent des apnées centrales et obstructives, souvent un reflux gastro-œsophagien, une scoliose dans l'adolescence, réponse diminuée à l'hypoxémie et à l'hypercarbie. Là, on commence à approcher des difficultés pour l'anesthésie. Du point de vue cardiaque, ils ont souvent une hypertension artérielle. Et si, à cause de leur syndrome d'apnée du sommeil, ils peuvent développer un cœur pulmonaire. Et pour le reste, ils sont obèses, ont une petite taille, ont un seuil pour la douleur qui est élevé, et donc ils peuvent se présenter avec des pathologies graves, par exemple une péritonique, avec très peu de signes cliniques. Et enfin, ils ont une diminution de la réponse cortico-surrénale au stress. Plus de 60% des enfants ont un cortisol normal au repos,
mais sont incapables de développer une réponse adéquate au stress, ce qui explique qu'ils ont une mortalité spontanée annuelle de 3%, donc même sans anesthésie. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'anesthésie? En jaune, ce sont les choses en préopératoire. Il y a l'hyperphagie, il faut faire attention aux jeunes, ils vont facilement voler les tartines ou les berlingots de lait du voisin. Est-ce que la ventilation au masque ou l'intubation vont être difficiles? Il faut le prévoir. Il faut aussi prévoir un accès veineux difficile et éventuellement un supplément de cortisone intraveineuse durant l'intervention. On va s'intéresser aussi aux résultats de l'oxymétrie nocturne, l'écho cardiaque et le traitement que l'enfant a pour son épilepsie ou ses troubles de comportement. Pour le réveil, on va prévoir un réveil difficile qu'il faudra bien monitorer pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstruction respiratoire ni d'apnée et avoir une surveillance post-opératoire adéquate, notamment en termes de surveillance cardio-respiratoire. Donc vous voyez, cet algorithme NARCO permet d'avoir une bonne idée de la planification, de la prévision de l'anesthésie qu'on veut faire. Mais attention, un train peut en cacher un autre. Ce n'est pas parce qu'un enfant a une maladie rare qu'il n'est pas aussi un enfant. Et donc il ne faut pas oublier les points habituels de l'examen clinique, une anamnèse personnelle et familiale. Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des troubles de l'hémostase? Est-ce qu'il y a une infection récente des voies aériennes supérieures? A-t-on une notion d'intubation difficile dans les antécédents? Est-ce qu'on fume à la maison? Est-ce qu'il y a des accès veineux faciles ou difficiles? Et bien sûr, mesurer la tension artérielle et ausculter le cœur de cet enfant. J'insiste sur ce point parce qu'il arrive trop facilement qu'on soit tellement excité ou obnubilé par la maladie rare qu'on oublie de poser des questions évidentes, les choses qu'on fait pour les enfants, entre guillemets, normaux. Alors pour terminer, le fameux réflexe métabolique dont j'ai parlé au début. Si vous avez un enfant qui se réveille trop lentement, qui est comateux, qui présente des convulsions au réveil alors qu'il n'est pas un épileptique connu, qui a des signes de rhabdomyolyse, par exemple, des urines Coca-Cola, ou qui a une acidose métabolique de cause inconnue, pensez maladie métabolique. Ça peut être une maladie métabolique bien compensée qui décompense à l'occasion du jeûne périopératoire, de la température ou du stress occasionné par la chirurgie. Donc il faut avoir à ces moments-là un seuil très bas pour demander un taux sanguin de glucose, de lactate, d'ammoniac, un ionogramme, ça peut être une hyponatrémie, faire une gazométrie et demander un avis neuropédiatrique si on a des signes neurologiques pour avoir un scanner. Ça ne va pas vous donner tout de suite le diagnostic de la maladie rare s'il y en a une, mais au moins vous pourrez enclencher rapidement un traitement symptomatique et probablement éviter une mortalité ou en tout cas une morbidité importante en prenant soin rapidement du problème de cet enfant. Pour conclure, la prise en charge d'un enfant avec une maladie rare est toujours un défi. C'est un enfant fragile et précieux, une famille qui est stressée, et donc nous devons faire attention de le prendre en charge de façon optimale et en équipe avec les pédiatres qui s'en occupent. Merci pour votre attention.